Aujourd'hui, ce qui se concrétise, c'est l'écoute, justement, le partage, comme j'ai dit tout à l'heure, de témoignages de nombreuses personnes qui m'écrivent aujourd'hui, que ce soit de l'Espagne, l'Afrique, l'Europe, pour me partager leurs témoignages, leur histoire. Quand vous avez des messages où des personnes vous disent « Madame, merci, à travers votre histoire, j'ai pu sortir de cette emprise de mon mari, j'ai pu pouvoir commencer un commerce, j'ai pu faire telle ou telle chose », c'est tellement gratifiant parce qu'on se dit, on arrive à aider des personnes et le plaisir, on ne le trouve pas pour soi-même, on le trouve à travers ce que l'on rend, ce que l'on donne en fait aux personnes, et ça, ça n'a pas de prix. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Entretien du jour qui reçoit aujourd'hui Sandra, victime de beaucoup de traumatismes familiaux et qui a fait sa résilience depuis. Elle est dans le cœur, on dirait, de cette émission et d'autres, parce que depuis la sortie de son livre, la Journée internationale de la femme, de la célébration des droits de la femme du 8 mars, elle était ici, et aujourd'hui encore, pour nous parler de la conférence qu'elle va tenir avec des femmes d'exception. Sandra, comment peut-on quitter le bas du pâquerette pour se retrouver à guérir d'autres femmes qui ont vécu peut-être pire ou moins que vous dans votre cheminement, dans votre construction, dans la construction après destruction de votre personne? Bonjour Madame Sadio, une fois de plus, merci pour cette invitation et c'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus ici parmi vous. Donc en fait, tout part d'une histoire personnelle. Tout part d'un vécu personnel. Moi, pour mon histoire, excusez-moi, la création de AIR, Association internationale Renaissance, en fait, tout simplement parce qu'ayant moi-même été, comment on appelle ça ? Ayant moi-même été, excusez-moi, confrontée à l'oppression d'un environnement délétère, j'ai choisi de faire de ma souffrance un engagement en créant donc AIR, Association internationale Renaissance, qui s'érige comme un bastion contre... Oui, d'accord. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette AIR, qui est l'Association internationale Renaissance, oui, conférencière également et auteure. Exactement. Donc je disais qu'il s'érige comme un bastion contre les violences psychologiques parce que je sais par expérience à quel point ces mots insidieux peuvent gangréner l'âme et aliéner l'esprit de tout individu sur le plan psychique et affectif. Donc mon ambition initiale s'étend sur 2 premières années, axée sur de la sensibilisation et de la prévention autour, dans la première année en fait c'est déjà très bien, on va dire, articulé, autour d'une tournée africaine, notamment en Côte d'Ivoire, dans les 2 Congos, et également au nord-ouest de l'Afrique, donc au Maroc, ainsi que de multiples interventions à des conférences et différents médias qui ont suscité en fait un flot ininterrompu de témoignages de personnes issues de 4 coins du monde, en fait, ce qui vraiment nous révèle bien l'ampleur en fait, oui, tout simplement, on va dire l'ampleur des catastrophes de la souffrance, psychologiques, voilà, l'ampleur abyssale de la souffrance humaine qui jusqu'aujourd'hui est encore oscillée par le mutisme et la résignation. Donc face à ce fléau, AIR a naturellement élargi son engagement dans un accompagnement pluriel en conjuguant suivi et art thérapeutique et groupe d'entraide, dans l'ambition en fait majeure de pouvoir instaurer un dialogue autour de toutes ces problématiques qui peinent à trouver écho encore au sein de nos sociétés afin de pouvoir redonner aux victimes une amorce tangible vers un épanouissement. Alors, c'est le 5 avril que vous allez tenir votre conférence. Parlez-nous un peu de l'organisation, des protagonistes, de tout ce qui aura lieu autour de cette conférence. D'accord. Donc, c'est une conférence
sur les blessures émotionnelles intrafamiliales qui ne se limitent pas uniquement à être un cadre discursif, ni même encore moins une assemblée de lamentation collective, mais c'est vraiment un appel à éveiller les consciences afin de transformer des vies où nous aborderons différentes thématiques qui sont encore trop souvent tues au sein de nos sociétés, notamment les violences sexuelles, qui sont un trauma qui s'ancre dans la psyché et qui, comme une encre indélébile. On va aussi, par exemple, aborder le sujet des violences financières à travers l'éducation, parce que lorsqu'un enfant grandit dans un environnement de privation, à l'âge adulte, il se conditionne en fait naturellement à la perpétuation des schémas de précarité. On va aussi parler des abus que l'on retrouve dans les églises, où certaines figures religieuses exploitent la vulnérabilité des victimes en faisant de la foi un instrument de manipulation. Et nous parlerons aussi, il y aura un panel sur les parents d'enfants différents, où c'est une réalité qui malheureusement encore aujourd'hui est évoquée avec peu de justesse et où ces familles sont dans l'obligation de naviguer, on va dire, entre abnégation et quête continuelle d'inclusion, parfois même rejetée par la société. Et donc, en fait, en somme, cette conférence AIR veut vraiment embrasser toutes ces thématiques. Mais dites-moi, toutes les thématiques que vous apportez, Oui. est-ce que ce sont des thématiques blessures que vous portez en vous ou est-ce que vous vous dites, par mon expérience, j'élargis le champ pour essayer d'avoir le plus de personnes à guérir? En fait, ce sont des thématiques qui touchent l'âme de toute personne, qui vraiment sont autour des violences psychologiques, qu'elles soient financières, culturelles, qu'elles soient morales, la violence qu'elle soit religieuse au sein de la famille, que ce soit dans les couples aussi, que ce soit dans le milieu professionnel. C'est vraiment en fait de pouvoir mettre en avant toutes ces particularités pour pouvoir déconstruire toutes ces dynamiques, justement. Donc, ces thématiques seront illustrées par des personnes, des intervenants qui auront une approche très holistique, des experts, voilà, tels que Dr Chikaya Misamou, Brian Urfet, Sandrine Fanzi, Lérina Tso. Chikaya Misamou, le boxeur congolais qui était des États-Unis non. Ouais, expliquez-moi. C'est un nom commun. Chikaya Misamou, un docteur qui boxe les violences psychologiques, tout ce qui est santé mentale, mindset, voilà. Il y aura aussi... qui aide à la reconstruction, en fait, des personnes, des Frankenstein que nous avons. Beaucoup plus les femmes brisées, les femmes blessées à se reconstruire. Et il y aurait également l'intervention de Jolie Kinkela, Raïssa Kassavoué et d'autres personnes. C'est vraiment pour sensibiliser. C'est qui Raïssa Kassavoué, un nom qui parle? C'est une intervenante qui sera là, qui va intervenir justement dans le domaine des violences psychologiques en milieu professionnel et aussi dans les couples qu'on retrouve parfois des hommes malheureusement qui marginalisent leurs femmes pour ne pas, comme on dit vulgairement, la place de la femme c'est à la cuisine. Et certaines femmes aussi qui s'auto-limitent elles-mêmes parce qu'elles ont un manque d'estime, un manque de confiance, de ne pas pouvoir aspirer et accéder à certains hauts postes sous prétexte qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles sont limitées, pour redonner du potentiel à chacun que tout est possible de faire des choses, de pouvoir construire des choses quand on croit en soi et qu'on s'éloigne de toute toxicité familiale ou environnement toxique. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi vous avez tout de suite évoqué la RDC? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on en profite pour ce mois de mars de dire tout notre soutien, une profonde pensée pour les femmes de l'Est de la RDC tributaires des violences dues à l'invasion du Rwanda dans cette partie du monde, dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie de la RDC. Alors, est-ce que ça vous parle, toutes ces femmes de l'Est de la RDC, et enfin il y a le Soudan aussi, mais je crois que géographiquement vous êtes plus proche, vous, du Congo B, du Congo Brazzaville. On a eu à surveiller le fleuve pendant un moment, donc voilà. On ne peut qu'être touché, à moins que d'être inhumain. On ne peut qu'être touché par rapport à tout ce qui se passe, parce que ces femmes, ces enfants et ces hommes subissent au quotidien des traumas inestimables, où on ne peut même pas définir, je ne sais même pas s'il y a un mot aussi fort dans la langue française qui peut définir les traumas dont ils sont victimes. Et aujourd'hui, selon l'ONU, 70% de causes de mortalité
est due majoritairement à ces crimes de guerre. Donc oui, on ne peut qu'être touché malheureusement à toute cette injustice face à, parce que ça fait une décennie que malheureusement ces violences persistent. 3 décennies même. Voilà, 3 décennies que ces violences persistent sur le regard complice, on va dire, du monde entier, parce qu'on s'implique, on s'implique tous dans cette cause. Et même le docteur Denis Mukwege en parle dans un de ses ouvrages, Réparer les femmes, où il décrit en fait des femmes qu'il a eu à réparer, des victimes qu'il a eu à voir, qui ont eu... par exemple, des organes génitaux qui se touchaient, qui se croisaient, ou bien la vessie qui était totalement remontée vers le haut de la trachée, qu'il a eu à reconstruire, dont une victime qui fut parmi les premières, âgée tout juste de 18 mois. Donc vous voyez, vous imaginez même pas en fait l'horreur de ce que ces femmes subissent et qu'elles arrivent à pouvoir trouver une force de résilience, de se relever le matin et d'aller encore puiser de l'eau, prendre le risque comme si de rien n'était, sans vraiment un réel soutien psychologique. Victimes de trop de richesses de leur sous-sol? Oui et non. Aujourd'hui, malheureusement, le viol est devenu un crime de guerre à part entière. C'est aussi, je pense, suite à des croyances spirituelles, de vouloir rabaisser la femme, parce que la fécondité aujourd'hui en RDC est quelque chose de sacré. Donc une femme qui ne peut plus donner naissance, qui ne peut plus féconder, est considérée comme une femme inutile, est considérée comme une femme maudite. Donc c'est aussi, je pense, dans le sens de certaines croyances spirituelles, pour humilier, pour rabaisser encore la femme, et l'époux également, lui aussi, qui est impuissant, qui est incapable de pouvoir défendre sa famille lors de ces cruels événements. La femme, cette moitié co-constructrice du monde, selon vous, pourquoi, si vous pouvez nous rappeler encore, vous venez d'en toucher quelques points là, pourquoi elle est si... on veut la réduire tant que ça? Parce que la femme, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est elle qui porte l'homme. La femme, c'est la voix qui porte. La femme, c'est elle qui transforme des vies, qui change des nations. C'est la femme qui arrive à briser les plats. Oui, mais autant si elle a le pouvoir et que l'homme a l'autorité, chacun a une part, pourquoi donc essayer d'écraser la femme? Parce que naturellement, on a une force indescriptible. Naturellement, la femme, on porte un enfant. Donc c'est la femme qui construit le monde, qui bâtit l'avenir. Parce que sans femme, il n'y aurait pas eu des hommes. Sans un homme né d'une femme, il est éduqué par une femme et il grandit, il épouse une femme. Donc la femme a ce plein pouvoir depuis la nuit des temps, depuis la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Donc, comme avec le complexe d'Édipe, vous diriez que le fils qui essaie de tuer le père, donc les hommes qui essaient de tuer la matrice pour se sentir exister? Bien sûr, c'est une forme de violence et ces personnes-là aussi sont elles-mêmes aussi des victimes. Malheureusement, parce que lorsque ces personnes arrivent à pouvoir infliger de telles souffrances à un individu, que ce soit une femme ou un homme, cela veut dire que ces personnes également ont évolué dans un environnement chaotique où il n'y avait pas d'amour, où on les a préparés à devenir des machines à tuer, des machines de guerre, donc ils n'ont aucune empathie, aucun ressenti, si ce n'est que faire du mal. Donc ce sont également des personnes qui ont des complexes, qui ont de la haine, qui ont de la colère, de la rancune dans leur fort intérieur, qui n'ont pas guéri de leurs blessures émotionnelles. Alors, qu'est-ce que votre conférence, votre engagement est censé apporter? De pouvoir apporter des différents mécanismes de transition qui vont aider en fait la victime à pouvoir s'en sortir. Donc, par exemple, l'art tout à l'heure que j'ai évoqué, qui est dans sa globalité un levier de reconstruction identitaire qui permet de redonner aux victimes la parole, des victimes malheureusement souvent muselées par la honte ou la sidération. Donc, on peut évoquer par exemple l'écriture thérapeutique, d'accord, qui est un procédé d'introspection et qui permet vraiment de pouvoir transmuter comment on va dire ça, le chaos intérieur en fait à une narration maîtrisée. Et moi personnellement, c'est quelque chose, l'écrit-thérapie, qui m'a énormément aidé de pouvoir extérioriser mes traumas. On peut parler aussi de la musicothérapie accompagnée de la danse qui permet de pouvoir de redonner au corps, qui est souvent très instrumentalisé, le choix de son libre arbitre, ou encore de la peinture expressive qui permet de nommer ses mots sans pour autant évoquer des mots. Donc en fait, toute cette
cet ensemble de solutions et également les groupes d'entraide parce que ça aide à pouvoir se dire que je ne suis pas la plus blessée, je ne suis pas la plus à plaindre. Il y a des personnes qui subissent pire, pas parce que c'est encourageant, mais c'est comme une nouvelle famille. Ça vous permet de pouvoir renforcer votre solidarité, de partager vos peines communes et de pouvoir trouver à travers l'histoire de telle ou telle personne, comment elles ont fait pour s'en sortir, de pouvoir obtenir des clés qui peuvent vous aider personnellement à pouvoir libérer cette détresse psychologique qui vous entrave en fait. Justement, en préparant cette émission, j'ai pris contact avec un médecin psychiatre qui m'a dit que la thérapie du groupe ne prend pas avec tout le monde parce qu'il y en a qui ont des blessures générationnelles, linéaires, qui sont dans l'ADN et qu'il leur faut un traitement spécifique. C'est-à-dire, ce n'est plus qu'une question de thérapie de groupe, mais aller jusqu'aux médicaments. Est-ce que vous avez aussi prévu d'avoir dans votre aire, dans AIR, des personnes qui arrivent jusqu'au bout et par des thérapies médicamenteuses à approcher votre cercle? Oui, bien sûr, on relègue auprès des spécialistes. Nous, dans notre accompagnement, il y a beaucoup de paroles pour susciter la victime à libérer la parole, à prendre conscience justement de ce qui lui arrive et qu'elle puisse ne plus être dans la victimisation. Et une fois qu'elle n'est plus dans le déni, de pouvoir l'aider à mieux extérioriser ce qu'elle a vécu, de se dire que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute à autrui, qu'elle n'est nullement responsable de ce qui lui arrive parce que principalement, c'est d'abord la première idée, le premier réflexe d'une victime de se dire c'est de ma faute. C'est moi qui suis à l'origine de ça. Je n'ai pas pu voir ça avant. Je n'ai pas pu comprendre cela avant. Pourquoi? De pouvoir rentrer en fait dans tous ces schémas qui nous apportent encore plus malheureusement des pensées limitantes et après de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, écouter les récits de d'autres personnes qui aident également à trouver de l'inspiration et à inspirer également aussi sur son histoire. Et une fois qu'on voit à travers des arts thérapeutiques ou la forêt ou le théâtre ou l'écriture ou la peinture ou le dessin, en fait, toute solution et que malheureusement au-delà de ça, parce qu'il y a des cas qui arrivent, des cas isolés, encore heureusement, on redirige auprès d'un spécialiste professionnel pour donner un traitement médicamenteux pour un meilleur suivi. Voilà. Alors, depuis que vous avez commencé, quels sont les résultats, s'il y en a eu, dont vous pouvez nous parler? Les résultats, d'abord, c'est le fait que nombreuses personnes me font confiance pour me permettre, en fait, ou pour permettre à AIR de pouvoir arriver à organiser la seconde édition de sa conférence. Aujourd'hui, ce qui se concrétise, c'est l'écoute, justement, le partage, comme j'ai dit tout à l'heure, de témoignages de nombreuses personnes qui m'écrivent aujourd'hui, que ce soit de l'Espagne, l'Afrique, l'Europe, pour me partager leurs témoignages, leur histoire. Quand vous avez des messages où des personnes vous disent « Madame, merci, à travers votre histoire, j'ai pu sortir de cette emprise de mon mari, j'ai pu pouvoir commencer un commerce, j'ai pu faire telle ou telle chose », c'est tellement gratifiant parce qu'on se dit on arrive à aider des personnes et le plaisir, on ne le trouve pas pour soi-même, on le trouve à travers ce que l'on rend, ce que l'on donne en fait aux personnes. Et ça, ça n'a pas de prix, tout simplement. Et vous, comment jugez-vous votre remontée du bas des pâquerettes à aujourd'hui sur de 0 à 10? Bon, sans grande... on va dire sans grande... ne pas trop s'orgueillir. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Donc, je suis fière de moi. Je suis fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Cette femme résiliente, cette femme inspirante et aspirante. Cette femme qui relève des défis toujours plus hauts, encore et encore. Parce que j'avais toujours eu ce côté un peu rebelle depuis l'enfance, mais je pense que je l'utilisais d'une différente manière. Mais là, je l'utilise de manière positive. Et comme je l'ai dit, de rendre cet amour, de pouvoir transmettre ma connaissance, de pouvoir faire de mon témoignage un outil de travail, de résilience auprès des personnes, ça ne peut que me faire plaisir, tout simplement. Et être support béquille. Oui. Pour d'autres personnes, pour combler aussi le manque de vos enfants arrachés à vous par une toxicité familiale. Est-ce que ça vous apaise de vous occuper d'autres personnes pour... Dieu merci, aujourd'hui, je ne suis plus à ce stade d'avoir besoin en fait d'un palliatif pour combler un manque quelque part. Non, parce que je suis arrivée à un point où j'ai transcendé en fait mes émotions, où je n'ai plus besoin d'avoir besoin de quelqu'un
pour m'aider à oublier certaines choses ou à combler un vide. Non, je le fais parce que je suis épanouie dans ce que je fais. Je le fais parce que ça me fait du bien d'aider des personnes. Je le fais parce que ça me fait du bien de diriger, d'encourager des personnes. Parce que je sais à quel point, comme j'ai dit tout à l'heure par expérience, ça fait mal quand on se sent seul, quand on se sent brisé, blessé, et à quel point... Vous avez géré vos problèmes de solitude et d'affection. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis vraiment concentrée dans mon travail. Je m'investis pleinement dans ce que je fais et dans ce qu'on me demande de faire. Lorsqu'on me sollicite pour intervenir sur différents médias ou sur d'autres panels, ça ne peut que me faire plaisir parce que je rencontre des belles personnes. On vous voit très active sur les réseaux sociaux également, très oui, active dans des démonstrations de motivation, de coaching, hein, d'ailleurs, qui intéresse beaucoup et on voit que beaucoup de gens vous suivent de plus en plus. Je suis tombée sur vous une fois par hasard, 2 fois par hasard et 15 fois par hasard. Le hasard n'existe pas, comme on dit. Non, sans chercher à, sans chercher à vous voir, je suis tombée plusieurs fois sur vous. Malheureusement, là, nous allons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire que nous n'avons pas vu ou que vous voudrez que nous entendions, que nous lisons ou que nous voyons? Ce que je voudrais dire, c'est que j'invite vivement chacun et chacune à pouvoir prendre conscience de l'importance d'un combat collectif parce que le bien-être mental aussi doit être appréhendé de la même manière que toute autre pathologie. Venez en parler, je vous invite le 5 avril à la conférence qui se tiendra à l'espace Saint-Martin à Paris à partir de 13h. Parlez-en autour de vous, invitez des personnes et pas honte d'en parler, brisons les schémas. Et je voulais apporter une petite note aussi sur le cancer un peu qui... oui, sur pour les enfants de la RDC qui tombent à la date de la commémoration justement du génocide rwandais. Le 7, je ne sais plus si... le 7 avril, oui. Voilà, où c'est un peu en pourparler, est-ce que... Ouais. Mais moi, en fait, j'encourage vivement cet événement qui puisse avoir lieu. Donc vous ne tenez pas compte de la dimension politique qui veut que cette date... l'UNICEF même s'est dissocié de l'activité. Sur le bien-être de la solidarité autour des enfants. Exactement, de toutes les victimes de guerre, pas seulement pour l'Est de la RDC, mais pour toute l'Afrique. Et je souhaite vraiment, je fais porter un message pour que nous puissions, nos opinions en fait contraires, ne puissent pas être dans l'opposition, mais qu'au contraire, ce soit un acte de solidarité. Et de construction. Voilà, pour l'Afrique. J'espère que la sororité prendra le pas sur ça, que beaucoup de femmes... prendront leur envol, leur essor par rapport à tout ce qu'il y a, tout ce qui se fait, toute cette destruction qui finalement pourra être comme le chaos qui précède l'ordre, cette destruction qui va précéder la construction. Donc une pensée pour des femmes de l'Est de la RDC en ce mois de mars. Et aussi, nous sommes à plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Nous vous encourageons à y aller davantage. Voilà, donc, pour les musulmans aussi, qui sont à la fin de leur mois de Ramadan, bonne fête de l'Aïd. Et pour les chrétiens aussi, qui sont en fin de carême. C'est le 17 avril. Voilà, 17 avril, ce sera leur fête. Bonne fête à toutes ces communautés. Et on se retrouve bientôt. Et j'espère que l'invitation de Sandra Yoka, présidente de l'AIR, Association internationale de Renaissance, conférencière également et auteure, que son activité attirera votre attention pour que nous, les femmes, puissions avoir cet espace pour nous exprimer afin de sortir de nos... de briser les plafonds de verre. De briser le plafond de verre, comme le dit frère. Merci beaucoup, Sandra, et à bientôt. Merci, prenez soin de vous. Merci.